il est 15h10 à Libreville, à Port-Gentil, à Mabanda, à Makouké, à Mélène Dakar. Bienvenue à tous sur votre émission Société du Savoir. Nous sommes sur la 105.5, la super radio, et aujourd'hui nous sommes le lundi. Nous sommes le lundi 7 décembre 2025. Alors, chers auditeurs, comme je le disais tantôt, Société du Savoir est une émission d'instruction populaire et d'éducation qui s'adresse absolument à toutes les catégories sociales, qu'on soit élève, qu'on soit apprenant, qu'on soit étudiant, qu'on soit travailleur, qu'on soit ingénieur, qu'on soit médecin, qu'on soit chercheur, qu'on soit chômeur, peu importe, qu'on soit entrepreneur. Cette émission, elle est la vôtre. Pourquoi? Parce que c'est une émission qui aborde des thématiques existentielles, des thématiques liées à la société. C'est une émission qui aborde des thématiques liées à la vie publique. C'est une émission qui aborde des thématiques liées à la science et à la technologie. C'est une émission qui aborde des thématiques qui se déploient dans 5 pans. Le premier étant la science fondamentale, le deuxième, la technologie, c'est-à-dire les applications de la science. Le troisième, la cosmogonie. Le quatrième domaine dans lequel se déploie cette émission, c'est l'histoire des inventions et des découvertes. Et enfin, le cinquième et dernier pan, c'est l'environnement. Pourquoi l'environnement? Parce que la question environnementale est une question fondamentale aujourd'hui. Elle figure parmi les objectifs majeurs du 3e millénaire. Nous sommes dans un contexte d'effondrement de l'écosystème planétaire. Et dans un tel contexte climatique, il est plus qu'urgent de faire de la question environnementale une question centrale dans toutes nos politiques publiques, sociales. Voilà pourquoi, que vous soyez élève apprenant, que vous soyez étudiant, que vous soyez chercheur, que vous soyez ingénieur, que vous soyez médecin, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez commerçant, que vous soyez une mère, que vous soyez un père, que vous soyez un chômeur, c'est votre émission parce que c'est une émission du peuple. C'est une émission au cours de laquelle le peuple a le droit de s'exprimer. Voilà pourquoi un numéro est apprêté pour vous, pour interagir avec nous sur le plateau. 065 08 18 48, je reprends. 065 08 18 48. Je rappelle que c'est le numéro de l'émission, ce n'est pas mon numéro personnel, c'est le numéro de l'émission. Voilà pourquoi vous pouvez appeler, envoyer des messages WhatsApp et nous nous ferons le plaisir de les relayer et y répondre à la mesure de notre possible. Nous tenons d'avance déjà à présenter nos excuses pour la longue période d'absence. Je sais un auditoire extrêmement nombreux être fidèlement câblé à cette émission. Nous tenons très sincèrement, ce qui savoir toute l'équipe, à nous excuser pour la longue période d'attente et d'absence. C'est simplement dû à des intempéries. Vous savez que nous sommes en période de grande saison des pluies, en fait, de petite saison des pluies. Et souvent, les intempéries nous empêchent de réaliser les émissions. Il a fallu faire des réparations, des renouvellements de matériel, etc. Raison pour laquelle nous avons fait une relative longue période d'absence. Mais nous sommes de retour les lundis à 15h avec Société du Savoir et les vendredis à 15h avec Géopolitique News. Alors, je m'en vais moi mon technicien pour la transition avant de rentrer vers la première partie de cette émission consacrée à la conquête spatiale. N'oubliez pas de venir filmer aussi. Écoutez l'émission Société du Savoir avec Docs et Ingrid. Écoutez l'émission Société du Savoir avec Docs et Ingrid. Alors, nous sommes de retour dans votre émission Société du Savoir. Pour tous les auditeurs situés dans le Grand Libreville, un seul contact est apprêté pour échanger avec nous sur le plateau. C'est un numéro WhatsApp 065 08 18 48, je reprends, 065 08 18 48. Après 2 semaines d'absence, nous sommes de retour dans Société du Savoir. Nous sommes le lundi 7 décembre 2025 et la thématique que nous allons aborder aujourd'hui n'est autre que celle de la conquête spatiale. Je le disais tantôt dans la première partie, dans mon introduction, dans mon propos liminaire. Société du Savoir est une émission qui aborde les questions liées à la science et à la technologie, à la cosmogonie, à l'histoire des inventions et des découvertes et à l'environnement. Et dans le compartiment technologique, qui est un compartiment très florissant au sein de cette émission Société du Savoir, il faut savoir que la science, elle est fondamentale. La science a une durée de vie. La science, et dans l'histoire, la science est relativement jeune comparée à d'autres disciplines comme la philosophie, comme l'histoire, etc., etc. L'histoire, en tant que champ disciplinaire, s'est constituée pendant la Renaissance, d'accord? À partir de la Renaissance, qu'est-ce que la Renaissance? La Renaissance, c'est le 14e, le 15e, le 16e siècle. Et c'est pendant cette période de l'histoire de l'humanité que l'histoire s'est constituée en tant que champ disciplinaire
disciplinaire autonome sur une conception évolutionniste. Et la science est née beaucoup plus tard, la science est du XVIIe siècle. La science naît après la philosophie, la science c'est même l'enfant de la philosophie. C'est vrai que la philosophie avait en son sein une discipline qu'on appelle la philosophie de la nature. La philosophie de la nature qui est la fond de la philosophie qui s'est intéressée aux régularités, au comportement de la nature, mais cette branche de la philosophie avait besoin d'un outil surpuissant qui lui permettait de décrire avec précision le réel. Et c'est ainsi que la branche, la philosophie de la nature, va solliciter les mathématiques pour décrire le réel. Et c'est donc de la fusion des mathématiques à la philosophie de la nature, par la mathématisation du temps qui au départ était un concept de développement philosophique, que naît au XVIIe siècle la physique. Et lorsque la physique naît, la science, lorsqu'elle naît et elle se présente d'abord sous l'aspect de la physique et précisément de la mécanique. Après la mécanique, on a la thermodynamique, on a l'électromagnétisme, on a l'électrocinétique, on a la chimie, on a la biologie. La science commence à se diversifier au XVIIIe siècle. Après la diversification de la science, elle commence à trouver une démarche qui lui est propre. Et la science s'exprime en langage mathématique. Voilà pourquoi, pour qu'une discipline soit érigée au statut de science exacte, comme la physique, comme la chimie, comme la mécanique, comme la thermodynamique, il faut qu'elle utilise des concepts mathématiques. Ce n'est qu'à ce propos, à ce sujet, à cette condition que cette discipline aura le statut de science exacte. N'oublions pas qu'à côté des sciences exactes, on a les sciences formelles. Les sciences formelles, c'est quoi? Ce sont les mathématiques, l'algèbre, l'analyse, la géométrie, les statistiques, les nombres, les probabilités. Il y a également ce qu'on appelle la logique. Il y a les mathématiques, sciences formelles. Il y a la logique, sciences formelles. Il y a la logique mathématique, sciences formelles. Et les sciences exactes se nourrissent des sciences formelles. Et les sciences exactes et les sciences formelles donnent naissance à ce qu'on appelle les sciences humaines. Les sciences humaines, c'est quoi? C'est la psychologie, c'est la sociologie, c'est la géographie, c'est l'histoire et c'est également la géopolitique. Les sciences formelles naissent de manière disciplinaire, c'est-à-dire qu'elles acquièrent le statut de discipline autonome à partir de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. C'est le cas par exemple de la géopolitique, d'accord? C'est une émission qu'on a souvent tous les vendredis sur la 105.5, la Super Radio. Et donc, aujourd'hui, pourquoi abordons-nous la question de la conquête spatiale? Parce que la conquête spatiale a été au centre de la plus grande épopée médiatique, technoscientifique du XXe siècle. Le 20 juin 1969, après un voyage d'une centaine d'heures, Neil Armstrong et Edwin Aldrin, c'est deux astronautes américains, dont l'un c'était en 2012 dans la personne de Neil Armstrong. Neil Armstrong, c'est la personne, le premier être humain à officiellement poser le pied sur la Lune, d'accord? Et tout le monde se souvient de sa phrase célèbre, sa phrase emblématique, un petit pas pour l'homme, je cite, un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Neil Armstrong est décédé en 2012 après le dernier lancement on va dire des lanceurs américains, c'est-à-dire parce qu'il y a des fusées et il y a des navettes spatiales. La navette spatiale a également fait l'épopée de la conquête spatiale au XXe siècle en Russie et aux États-Unis, mais la dernière navette spatiale a été lancée en 2011. Pourquoi? Parce que la navette spatiale n'était pas assez sûre. La navette spatiale avait pour objectif de remplacer les fusées. Parce qu'une fusée au départ, avant l'émergence de la nouvelle génération de fusées de SpaceX avec le nouveau fusées réutilisables, on va en parler tout à l'heure, mais avant l'arrivée de cette nouvelle génération de fusées, il faut savoir que le lancement d'une fusée était extrêmement coûteux. Lorsqu'une fusée décollait des États-Unis ou de l'Union soviétique, parce que c'est d'abord ces deux superpuissances qui s'affrontaient pendant ce qu'on a appelé la guerre froide qui est à partir de 1947 jusqu'à 1990-91 avec l'explosion du bloc soviétique, d'accord? Donc, l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, explose en 1991, précisément le 6 décembre 1991, et donne naissance à la Russie, et certains États qui étaient dans l'URSS sont, comme le cas de l'Ukraine et etc., d'autres pays. Et donc, les États-Unis deviennent la seule superpuissance à partir des années 91, 92, 93, jusqu'aux années 2010. Même si aujourd'hui, nous observons un grand retour sur la scène internationale des grandes puissances, des grandes nations, comme à l'instar de la Russie, on a la Chine, et à côté de la Chine, on a également l'Inde, à côté de l'Inde, on a également le Brésil. Bref, on a les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, et d'autres pays qui sont en train de conquérir ce statut. Donc, la conquête spatiale a poussé les superpuissances à l'innovation technoscientifique dans le domaine de l'aérospatial jusqu'aux limites où l'être humain a colonisé d'abord la Lune, et l'être humain aujourd'hui veut coloniser Mars, et plus tard aller plus loin jusqu'à coloniser la galaxie, fonder une civilisation intergalactique, comme le dit Elon Musk d'abord, c'est-à-dire créer des fusées interplanétaires qui ont la capacité de quitter la Terre et de faire ligne droite Terre-Mars directement. Il est en train de créer une fusée qu'on appelle la Starship, qui s'appelait d'abord la BFR, qui est une fusée qui est censée
contenir tout un équipage d'une vingtaine de personnes avec tout ce qu'il y a comme matériel, tout ce qu'il y a comme alimentation, tout ce qu'il y a comme oxygène, recyclable évidemment, et de fonder la première civilisation planétaire sur Mars d'ici les années 2030. C'était un projet futuriste, certes, mais c'était un projet qui peut très bien voir le jour. Souvenez-vous, dans les années 80-90, le téléphone portable, c'était de l'utopie. Dans les films des années 80, je n'étais pas encore là, mais quand même, à cette époque, les films de cette époque existent sur Internet aujourd'hui. Dans les années 70-80, le téléphone portable, c'était de l'utopie pure. Vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, dans les années 2010-2020, le téléphone portable serait un simple outil presque à la portée de n'importe qui. Aujourd'hui, un apprenant du collège a déjà son téléphone portable. Que ce soit ce qu'on appelle communément les allo-allo, que ce soit les Android, tous ces téléphones sont accessibles à vite prix aujourd'hui. Souvenez-vous également que le premier ordinateur qui a propulsé l'homme sur la Lune, à l'époque de Neil Armstrong et Aldrin, savez-vous que tous les téléphones, tous les ordinateurs et toutes les calculatrices numériques intégrées dans les Android aujourd'hui sont plus puissants que cet ordinateur-là? C'est incroyable. Mais la première machine, le premier ordinateur qui a propulsé les astronautes sur la Lune, cet ordinateur est moins puissant que tous les ordinateurs intégrés dans les Android aujourd'hui. C'est une réalité. Donc, c'est pour dire que la vitesse de l'innovation technoscientifique est telle qu'effectivement, d'ici quelques années, on peut avoir une colonisation de Mars avec une civilisation terrestre qui va coloniser la Terre entière. Et donc, comme je le disais, la conquête de l'espace est une aventure qui est issue toute joie de l'imagination fertile de l'être humain. Pourquoi? Parce que tout justement, avant d'être des scientifiques ou des ingénieurs, les pères des fusées modernes ont été d'abord des jeunes garçons fascinés par le cosmos et fortement influencés par les romans d'anticipation du XIXe siècle, à l'instar de, par exemple, M. Jules Verne. Jules Verne, c'était enseignant de primaire, mais au départ, Jules Verne est fasciné par l'espace. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il est jeune, il passe le temps à regarder les étoiles. À la limite, c'est un esprit très avant-gardiste. Il regarde les étoiles, il contemple les étoiles le soir, il compte même les étoiles comme si on devait les compter. Mais derrière cette apparence d'illumination de son esprit, c'est quelqu'un qui est fasciné par l'espace, c'est quelqu'un qui est fasciné par le fonctionnement de l'univers, comment est-ce que les étoiles brillent, qu'est-ce qui fait que les étoiles brillent, quelle est la distance qui nous sépare des étoiles, est-ce qu'un être humain peut se rendre sur une étoile, est-ce que les planètes, on peut les dénombrer, est-ce qu'il y a de la vie hors de la Terre, est-ce que la vie existe sur d'autres planètes dans l'univers? Ce sont des questions que se pose Jules Verne, qui est un des précurseurs de la conquête spatiale, mais c'était un romancier. C'était un romancier et ce Jules Verne fait partie des premières personnes qui ont rédigé des ouvrages qui parlent de la conquête future de l'espace par l'être humain grâce à des technologies qui n'existaient pas encore à l'époque parce que nous sommes au XVIIIe siècle, mais il commence déjà à envisager la possibilité au XXe ou XXIe siècle d'une civilisation planétaire qui va conquérir l'espace. 065 08 18 48, chers auditeurs, si vous êtes câblé, vous êtes sur la 105.5 de la Super Radio, vous êtes sur Société du Savoir qui est votre émission, et cet après-midi, nous avons choisi la thématique de la conquête spatiale. Pourquoi la conquête spatiale? Parce que nous vivons en quelque sorte une autre renaissance. La première renaissance du 14e au 15e siècle est une période au cours de laquelle l'être humain découvre le monde, en fait, est petit, le monde est grand. C'est-à-dire qu'il se lance à la conquête des nouveaux mondes. On a découvert les États-Unis, en tout cas du Nouveau Monde, en 1472. Donc, voilà, on a la découverte du monde de l'Inde par l'Inde et la Chine, par des explorateurs. Voilà, on a la découverte. L'Afrique est déjà découverte, elle est même colonisée. Voilà, ça c'est une vieille histoire, tout le monde connaît. L'Afrique a d'abord été colonisée par le monde arabo-musulman pendant 14 siècles, 17 millions de morts. Ensuite, l'Afrique a encore été colonisée, le commerce triangulaire transatlantique, 11 millions de morts. Après, l'Afrique est rentrée dans la colonisation jusqu'aux années 50-60. Après, bon, on a un autre épisode qui n'avait pas encore fini. Bref, c'est une parenthèse, c'est quand même important de situer les propos dans leur contexte, d'accord? Et donc, pendant toute cette épopée, des personnes ont pensé à l'espace. Jules Verne fait partie des précurseurs. Et le premier de ces jeunes garçons en dehors de Jules Verne, c'est également M. Konstantin Tversky, un russe, qui est né en 1857 dans un petit village de la Russie rurale. Et pendant son adolescence, Konstantin, il trouve refuge dans les études des sciences exactes. Il est passionné par les mathématiques et par la physique-chimie. Et dans la vingtaine, il est devenu maître d'école aux environs de Moscou. Donc il se met à écrire des essais et des romans d'anticipation physico-mystique.
Il rédige également des traités techniques et d'exploration. Dans ces traités, il explore les différentes manières par lesquelles l'être humain peut explorer l'espace. D'accord? C'est vrai que c'est très futuriste et tout ce qu'il a écrit ne s'est pas forcément réalisé parce qu'à l'époque, on ne disposait pas de la technologie qui pouvait permettre à l'être humain d'explorer l'espace. Hein? Il y a des personnes qui imaginaient que, par exemple, l'être humain devait enfiler une combinaison, il se mettait au-dessus d'une falaise, il devait courir et puis commencer à voler comme un oiseau. Et en volant comme un oiseau, il devait voler jusque dans le ciel, traverser les 5 couches de l'atmosphère et aller plus loin jusqu'à sortir même de la gravité terrestre. Bon, à l'époque, Jules Verne ne savait pas que pour sortir de la gravité terrestre, il faut avoir une vitesse d'au moins 11 km par seconde. Ça, il ne savait pas. Mais il savait, il était convaincu que dans son esprit, que l'être humain pouvait s'arracher à l'attraction gravitationnelle de la Terre. Donc, voilà en quelque sorte un des premiers précurseurs qui a donné cet élan, qui a donné cette envie, qui a donné cette soif de connaissance, qui a donné naissance, parce que ce n'est pas forcément lui de manière directe, mais la lecture de ses ouvrages. Après sa mort, d'autres générations de scientifiques sont nées. Vous connaissez Einstein, le prince de la physique, avec les deux théories qu'il a élaborées, la théorie de la relativité restreinte, celle de l'électromagnétisme, et la théorie de la relativité générale, qui est la nouvelle théorie de la gravitation, dans laquelle il explique les limites de la théorie de la gravitation élaborée par Newton, et dans laquelle il explique que lorsqu'un corps est animé de 20 dixièmes de la vitesse de la lumière, il y a des modifications de l'espace et du temps qui font en sorte que l'être humain, en tout cas la matière, peut atteindre des vitesses incroyablement vertigineuses, modifier la structure de l'espace-temps, et c'est même lui qui prédit l'existence de trous noirs supermassifs, par exemple, hein, l'explosion d'étoiles en supernova. Donc, tout ça, c'est Einstein, avec d'autres, évidemment. On a Tesla, on a également d'autres comme Max Planck, on a également d'autres comme Dirac, qui a découvert l'antimatière, et on a la star emblématique, le père, qui n'est autre qu'Henri Poincaré, qui est le dernier grand savant avant la génération Einstein, hein, c'est le dernier à la fois mathématicien, physicien, philosophe et ingénieur. Donc, toute cette nouvelle génération de savants du XXe siècle se sont inspirés rigoureusement des écrits de qui? Des écrits de Jules Verne. Ils ont donc mené des recherches fondamentales dans les différents laboratoires du monde et à partir desquels, en 1903 par exemple, vous vous souvenez des frères Wright. Les frères Wright qui sont des bricoleurs de vélos aux États-Unis, c'est-à-dire que ce n'est pas des ingénieurs, ce n'est pas des personnes qui sont allées au MIT, au Massachusetts Institute of Technology pour faire des études d'ingénieurs, pour acquérir les savoir-faire qui leur permettent de concevoir les avions. Non, ce sont des bricoleurs de vélos. Ce sont des personnes qui fabriquent des vélos dans un garage, dans un sous-sol, chez eux. Mais la connaissance pratique qu'ils ont acquis au bout de plusieurs années leur ont permis d'envisager, à la lecture des ouvrages de Jules Verne, dans leurs romans de science-fiction, de philosophie, de mystique et de science-fiction de Jules Verne, ils se lancent dans une course à la fabrication du premier avion. L'avion n'existait pas encore. Et donc les frères Wright, dans les années 1902-1903, ils fabriquent le premier prototype d'avion, on appelait ça des biplans. Biplans, pourquoi? Parce que c'est des avions qui avaient 4 hélices. 2 hélices en dessous, 2 hélices au-dessus. Donc on appelait ça des biplans, parce que 2 hélices ça fait un plan, et comme il y avait 2 fois 2 hélices, on disait que c'était 2 fois un plan, donc 2 plans, ce qu'on appelle un biplan. Et donc, le premier vol maîtrisé a été réalisé par les frères Wright en 1903 en Californie. C'était un vol qui a duré 12 secondes et qui a fait 40 mètres. Donc le premier vol réalisé par l'être humain a eu lieu en 1903 en Californie par les frères Wright, qui sont en un mot des garagistes de vélo, l'équivalent des garagistes, mais pas des garagistes de véhicules, mais de vélo. Et ces frères Wright ont réalisé le premier avion. Mais 62 ans plus tard, en 1965, du moins en 1969, 67 ans plus tard, on a le premier homme qui atterrit sur la Lune, en la personne de Neil Armstrong. Neil Armstrong qui en alunissant, parce qu'on parle d'atterrissage sur la Terre, on parle d'alunissage sur la Lune, et on parle d'amérissage sur la mer. Et donc, le premier alunissage a lieu 67 ans plus tard. Cette épopée a été lancée en 1965 par JFK, John Fitzgerald Kennedy, qui malheureusement ne fera pas l'arrivée du premier homme sur la Lune, parce que c'est le président américain, vous savez, il a été assassiné. À Dallas, c'est une histoire médiatique qui a secoué la planète entière. Et malheureusement, celui qui est le père de la conquête spatiale aux États-Unis, JFK, John Fitzgerald Kennedy,
ne verra donc pas les fruits de cette conquête spatiale. Et donc, cette conquête spatiale s'est déployée dans le monde entier, mais elle a des conséquences collatérales absolument faramineuses. Prenons par exemple la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Tous les avions, quand vous regardez les vidéos, les documentaires d'aujourd'hui, parce qu'ils existent sur Internet, tous les avions qui ont largué les bombes pendant la Première Guerre mondiale de 14 à 18 et même pendant la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945, ce sont des avions hélices. Vous voyez donc, la première conséquence de la conquête spatiale, c'est la création d'avions hélices. Et qu'est-ce que les avions hélices? Ce sont des avions qui ne fonctionnent pas sur la base de réacteurs nucléaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réacteur à propulsion. Voilà, ils ne disposent pas comme les avions de ligne d'aujourd'hui. Tous les avions de ligne d'aujourd'hui disposent d'avions de moteurs à réaction. Or, les avions disposant de moteurs à réaction sont plus rapides, sont plus puissants, vont plus loin, ont plus de carburant, ont plus de rapidité. Et donc, ces avions sont capables de larguer plus de bombes. Et ce qui veut donc dire que si les avions en propulsion avaient existé avant la Première et la Seconde Guerre mondiale, le bilan en termes de pertes humaines, en termes de dévastation des corps, des âmes, des environnements serait beaucoup plus important. Ce n'est pas pour minimiser ce qu'il y a eu comme catastrophe pendant les deux grandes guerres mondiales, mais c'est simplement pour dire que s'il y avait eu des avions à propulsion avant les guerres mondiales, on aurait eu certainement des dizaines, voire des centaines de millions de pertes en vies humaines, en termes de patrimoine, en termes de dévastation d'environnement, beaucoup plus important que ce qu'on a eu. 065 0818, chers auditeurs, n'hésitez pas à envoyer vos messages, n'hésitez pas à appeler. Nous sommes dans votre émission Studio du Savoir, nous sommes le lundi 7 décembre 2025. Je tiens encore pour tous les auditeurs qui prennent les émissions en cours à nous excuser pour la longue période d'absence. Nous avons fait 3 semaines d'absence quasiment, simplement parce que les intempéries ont rendu impossible de réaliser cette émission pendant une certaine durée. Il a fallu que nous puissions changer le matériel d'émission. Ce n'était pas facile, les techniciens, les ingénieurs de la chaîne étaient vraiment en pied d'œuvre pour changer intégralement le matériel d'émission des ondes. Par la grâce de Dieu, ça a pu se faire dans les bonnes conditions. Donc, nous sommes de retour pour votre émission tous les lundis à 15h Studio du Savoir et tous les vendredis à 15h également pour Géopolitique News qui aura lieu en fin de cette semaine. Donc, un seul contact 065 0818 48. Je précise aussi que ce n'est pas mon contact personnel, c'est le contact de la technique, c'est-à-dire que c'est le contact de l'émission. Vous pouvez envoyer vos messages sur ce numéro. À partir de là, je vais retranscrire ces messages, ces questions, et je vais les lire et je vais tenter de répondre à mesure de mon possible. J'annonce également le lancement de la chaîne YouTube, de ma chaîne YouTube, Télévision Omega, donc sur YouTube, pour tous ceux qui souhaitent accéder à la fois des podcasts, à la fois des vidéos me concernant. Vous allez sur YouTube, d'abord la chaîne YouTube, la chaîne TikTok va s'en suivre en janvier, mais déjà à partir du 11, donc le samedi 11, cette semaine, vous pouvez vous rendre sur YouTube à n'importe quelle heure, vous tapez TV Omega et vous aurez accès à tous les contenus. Alors, comme nous le disions, nous sommes à l'ère de la conquête spatiale. La conquête spatiale constitue le summum, la cible, l'apogée de l'aventure techno-scientifique du XXe siècle. Souvenez-vous que la guerre froide qui opposait les deux super grands, c'est-à-dire les États-Unis et l'Union soviétique, s'est soldée en réalité. Les États-Unis ont emporté cette guerre froide d'abord dans l'espace. C'est d'abord parce qu'ils sont les premiers à atterrir sur la Lune qu'ils ont emporté plus tard, quelques années plus tard, la guerre froide. Et donc, la guerre froide a culminé dans le cyberespace, dans l'espace. Elle a culminé dans l'espace parce que chaque superpuissance rivalisait de potentiel d'innovation techno-scientifique incroyable. Souvenez-vous, le premier homme dans l'espace, un soviétique, Yuri Gagarin, le tout premier homme dans l'espace. La première femme dans l'espace, toujours une soviétique. Le premier animal dans l'espace, toujours un soviétique. Et là, on voyait que pendant une bonne période des années 50, les États-Unis d'Amérique ont été laminés, déclassés par l'Union soviétique. Et il fallait absolument que les États-Unis réagissent. Parce qu'il était hors de question que la Seconde Guerre mondiale, il soit la tête et que la guerre froide, il la perde. Les États-Unis devaient perdre la face et il fallait absolument trouver un moyen urgent
de déclasser l'Union soviétique. Et c'est donc à partir de là que les États-Unis ont mis en place d'abord la création de la NASA. La NASA, NASA, qui signifie National Aeronautic and Space Administration, autrement dit en français, l'administration nationale d'aéronautique et d'espace. Et c'est donc cette agence qui au départ était une agence militaire, elle est devenue une agence militaire d'aéronautique, donc de fabrication d'avions, d'hélicoptères et d'espace, c'est-à-dire de fusées, de tout ce qu'il y a comme lanceur, c'est-à-dire les navettes spatiales. Et c'est à ce moment que naissent les fusées. Mais les premières fusées, comme je le disais tantôt, sont extrêmement coûteuses. Le lancement d'une fusée, c'est 3 milliards. Et quand je dis 3 milliards, ce n'est pas 3 milliards de francs CFA. Hein. 3 milliards, c'est 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, c'est près de 1000 milliards hein, de francs CFA. Donc, vous imaginez, un seul lancement d'une fusée. Et le compte, c'était que cette fusée qui était lancée par la NASA ne revenait jamais. C'est vrai que la première génération de fusées, c'est les fusées qui étaient lancées, mais qui explosaient au retour. Et donc, à chaque fois qu'il fallait lancer une fusée pour mettre en orbite autour de la Terre une cargaison à l'ISS, cette fusée en restait 3 milliards qui étaient lancés dans de l'eau. Parce que cette fusée explosait toujours en plein vol. Et donc, il a fallu réfléchir pour trouver des moyens de contournement, parce qu'au-delà de la dimension, nous sommes les premiers à aller dans l'espace, nous sommes les premiers à aller sur la Lune, nous sommes les premiers à coloniser ou à conquérir l'espace. Au-delà de cette dimension qui faisait des États-Unis, certes, la première puissance spatiale, mais sur le plan économique, c'était un désastre. Chaque lancement de fusée s'est vu à 3 milliards qui partaient dans l'eau et qui ne revenaient pas. Il fallait donc trouver une stratégie pour mettre en place une économie, une industrie autour de cette question qui devait rentabiliser l'activité industrielle. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, au début des années 2000, un homme arrive, un Américain d'origine africaine, en la personne d'Elon Musk, qui est très connu aujourd'hui, mais je vous assure qu'à la fin des années 90, il n'était pas connu du tout. Hein. Il n'était pas connu du tout. Il a un parcours atypique, sud-africain de naissance. Il a émigré au Canada. Il a obtenu la nationalité canadienne, puis il est émigré aux États-Unis pour faire ses études supérieures. Il a fait des études supérieures au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui est la plus grande école d'ingénieurs aux États-Unis et la plus grande au monde. Et dans son cursus, il a obtenu son Master of Science, c'est-à-dire son Master scientifique, qui est l'équivalent dans l'espace francophone du diplôme d'ingénieur. Il est donc diplômé d'ingénieur du MIT en physique et en business. Et donc, il s'inscrit en thèse de doctorat pour faire le doctorat en énergétique parce qu'il est passionné par la physique, par l'énergie. Mais comme il est un entrepreneur dans l'âme, il sent l'avènement, parce que l'avènement de Internet, c'est dans les années 96, 97, 98. Et comme c'était un précurseur et un futuriste, il sent avec la naissance d'Internet le basculement vers un nouveau monde. Il est donc contraint de renoncer à faire ses études doctorales. Il avait déjà commencé son cursus doctoral pour venir fonder une première entreprise sur Internet qui s'appelait X.com. Donc X.com, c'est sa première entreprise qu'il a cofondée avec son frère dans le but d'être le premier, le leader, du moins parmi les leaders dans la vente en ligne. Mais vous savez, malheureusement, les très précurseurs, généralement, tout ce qui est très futuriste, tout ce qui est très précurseur ne met pas long feu. 47% des précurseurs, en réalité, échouent. Ils n'échouent pas parce que c'est une innovation qui est de mauvaise qualité. Ils échouent souvent parce que quand l'innovation est trop en avance par rapport au temps, elle est souvent rejetée par la population. Lorsqu'une innovation technoscientifique est trop en avance par rapport à son temps, en général, les personnes trouvent ça dangereux et les personnes le rejettent. Et quand les personnes le rejettent, maintenant, ceux qui vont s'en suivre, ceux qui vont revenir, la nouvelle génération qui va venir de la même direction, et bien ceux-là ont plus de 50% de réussir sur leur chemin. 065 08 18 48 champ d'auditeur, c'est votre émission, c'est ce que le savoir. Nous sommes le lundi 7 décembre 2025. Nous sommes quasiment à la fin, on tente petit à petit vers la fin de l'émission. N'hésitez pas à envoyer vos questions, nous nous ferons le plaisir de les lire. Nous nous excusons une fois de plus pour les 3 semaines quasiment d'absence. C'était dû à des intempéries qui ne nous ont pas permis de réaliser nos émissions. Mais aujourd'hui, lundi 7 décembre, nous sommes de retour pour votre émission. Je m'en vais vers le technicien pour la transition avant de rentrer dans la deuxième et dernière partie de votre émission.
Alors, nous sommes de retour, chers auditeurs, dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Je le réitère, il est 15h46 dans le Grand Libreville. Vous êtes sur votre émission Société du Savoir. Société du Savoir est une émission d'instruction populaire et d'éducation qui s'adresse à toutes les catégories sociales, qu'on soit apprenant, qu'on soit étudiant, qu'on soit chercheur, qu'on soit ingénieur, entrepreneur, qu'on soit travailleur salarié à la fonction publique ou pas, qu'on soit chercheur ou pas, c'est votre émission. Parce qu'elle aborde des thématiques existentielles qui ont pour but de faire de la science un objet culturel en plaçant la science au cœur de la vie en société. C'est également la même émission qui a, en dehors de cet objectif, un deuxième objectif qui est celui de redonner du goût à la science. Parce que face à la chute libre du niveau scolaire dans l'espace occidental d'une part, et en particulier au déclin du goût pour la science, il y a de moins en moins d'élèves apprenants qui sont intéressés par la science, alors que paradoxalement, nous sommes dans la société la plus technoscientifique de l'histoire. Face à ce paradoxe, Société du Savoir se donne comme objectif de redonner du goût à la science en enrobant le cours de sciences d'histoire des sciences, et donc en faisant l'épopée de tous ces grands scientifiques qui ont produit des concepts à travers l'histoire. Et donc, c'est une émission du peuple, c'est votre émission. Voilà pourquoi d'ailleurs nous mettons à disposition un contact qui est celui de l'émission, qui est celui de la technique, un contact de WhatsApp à travers lequel vous pouvez envoyer vos questions 065 08 18 48. Je reprends pour ceux qui prennent l'émission en cours. Nous sommes dans la deuxième et dernière partie de l'émission. 065 08 18 48 sur le numéro WhatsApp par lequel vous pouvez interagir avec nous. Cet après-midi, nous sommes en train de parler, nous avons choisi d'aborder la thématique de l'histoire de la conquête spatiale. Et dans la première partie de l'émission, nous avons relaté comment, à partir de Jules Verne, qui est un écrivain, on va dire un enseignant de primaire au départ, mais passionné par l'espace, qui va rédiger des ouvrages dans lesquels il prédit à peu près comment la conquête spatiale va se faire, comment est-ce qu'il faudra des fusées à plusieurs étages. Il explique même que pour que la conquête spatiale puisse avoir lieu, il va falloir quoi? Il va falloir un type de carburant qui n'est pas le pétrole, qui n'est pas le gasoil, qui n'est même pas le kérosène, parce que le kérosène, c'est le carburant des avions. Il faut un type de carburant spécial qui est adapté à un type de véhicules spatiaux qui n'existait pas encore à cette époque, ce qu'on appelle les fusées. Les fusées, en réalité, démarrent avec l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. On parle des V2. Les V2, en fait, c'est un type de missile. Et c'est des missiles qui avaient la capacité de décoller et d'aller exploser à 500 km de distance. Ce sont ces missiles V2 qui constituent le socle technologique à partir desquels seront conçues les fusées. Parce que la structure d'une fusée est la même qu'un missile. Hein. Quand vous regardez une fusée a la forme d'un missile. Et donc, les premières fusées dans l'histoire, ce sont des missiles utilisés par l'Allemagne nazie pour bombarder les Alliés. Au départ, c'est ça. On appelait ça les V2. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, l'on va avoir cette confrontation entre les deux superpuissants, les États-Unis, qui incarnent le pouvoir de la mer, la thalassocratie, et l'Union soviétique qui incarne le pouvoir continental, le pouvoir de la terre. Mais ces deux superpuissances qu'on appelle les deux géants vont s'affronter dans ce qu'on appelle une guerre froide à partir de 1947 jusqu'à 1990. Et en 1991, on observe l'éclatement de l'Union soviétique. Et là, les États-Unis, à partir de 1991, 1992, 1993, seront la seule superpuissance qui va régner sur la terre pendant à peu près 30 ans. Mais il faut reconnaître aujourd'hui, il y a une réémergence des anciennes puissances, dont de la Chine et de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, de nouveaux challengers comme l'Inde, comme le Brésil et comme également la Corée du Sud. Il y a de nouveaux challengers un peu partout. Et donc, c'est la configuration géopolitique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais nous ne faisons pas de la géopolitique, ce sont des parenthèses, des raccourcis existentiels importants. Et nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle ère. Pendant tout le XXe siècle, les Américains comme les Russes ont utilisé des fusées qui ne revenaient pas et c'était extrêmement coûteux. Il fallait donc trouver une alternative. Et l'alternative, c'était quoi? L'alternative était simplement, et ce sont les Américains à travers la personne de Elon Musk par son entreprise SpaceX qui a inventé la première fusée réutilisable de l'histoire. Souvenez-vous, le 30 décembre 2015, hein, la première fusée qui décolle et qui se sépare, la tête se sépare de la queue et qui revient atterrir pour la première fois dans l'histoire. Et c'est là la rentrée dans une nouvelle ère. C'est-à-dire qu'à partir de 2015, l'ère de l'aérospatiale entre dans une nouvelle ère, l'ère des fusées réutilisables. Et une fusée réutilisable est une fusée qui peut être utilisée plus de 50 fois, plus de 100 fois. Et ce qui est curieux, c'est que les décollages de fusées pendant le XXe siècle coûtaient 2 à 3 milliards de dollars, près de 1000 milliards de francs CFA. Mais à partir de 2015, les fusées réutilisables nécessitent 60 millions de dollars seulement. Vous imaginez, un décollage de fusée, c'était 2 milliards. Ça, c'est des fusées non réutilisables. Elle décolle une fois, elle explose et c'est fini.
Maintenant, les fusées réutilisables, c'est-à-dire qu'ils vont et qu'ils reviennent plus de 100 fois, c'est 60 millions. Autrement dit, c'est comme si on divisait le montant du lancement d'une fusée par 20. Hein, c'est 20 fois moins cher et en plus ça fait des bénéfices parce que l'investissement, on investit et on a un retour sur l'investissement à cause de quoi? À cause de l'avènement de ce qu'on va appeler le tourisme spatial. Puisqu'il y a maintenant des fusées réutilisables, ça veut dire qu'on peut maintenant aller dans l'espace et revenir. Et vous voyez que certaines entreprises privées sont nées autour de cette question. On a par exemple l'entreprise privée américaine Bigelow Aerospace. Bigelow Aerospace est une entreprise privée américaine qui fait dans le tourisme spatial. C'est-à-dire que si vous voulez monter dans une fusée et faire le tour de la Terre, vous payez, aujourd'hui c'est encore très cher, hein, ce n'est pas à la portée de tout le monde, il faut le reconnaître. Vous payez à peu près 40 000 millions de dollars. J'imagine, vous faites le calcul mathématique, c'est gigantesque, hein? Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Pour le moment, en tout cas, vous savez, c'est comme les téléphones portables. Les téléphones portables, les toutes premières versions étaient très très chères. Aujourd'hui, on peut avoir un téléphone portable Android, ce qu'on appelle les smartphones, à moins de 50 000, hein, et de très bonne qualité. Hein. On peut avoir des téléphones portables, des smartphones avec de très bonne qualité aujourd'hui à moins de 50 000 francs. Or, les premiers One Touch, au début des années 2000, je m'en souviens, j'étais gamin à l'époque, c'était 300 000 francs, hein, 250, 300 000 francs. Aujourd'hui, qui a envie d'acheter un One Touch? Personne. Tout le monde a un Android aujourd'hui parce que c'est la mode. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, une ère des fusées réutilisables. 065 08 18 48, chers auditeurs, nous sommes presque à la fin de l'émission, il reste moins de 5 minutes. Pour ceux et celles qui découvrent l'émission, vous êtes à l'émission Société du Savoir. Société du Savoir est une émission d'instruction populaire qui s'adresse à toutes les catégories sociales. Tous les lundis à 15h sur la 105.5, la Super Radio. Nous abordons les thématiques liées à la science, à la technologie, à la cosmogonie, à l'histoire des inventions et découvertes et à l'environnement. Pourquoi? Parce que la question environnementale est au cœur de la vie aujourd'hui. Le dérèglement climatique, la désertification des océans, l'acidification des océans, l'effondrement de l'écosystème et de la biodiversité, toutes ces questions sont au cœur de la vie en société aujourd'hui. Voilà pourquoi nous apportons une place essentielle à la question environnementale dans notre émission. Nous sommes quasiment à la fin. Je le réitère, lundi, tous les lundis à 15h, vous envoyez vos questions via un seul numéro WhatsApp, qui est le numéro de la technique, 065 08 18 48. J'annonce aussi la création dès ce samedi 01 d'une chaîne YouTube où vous pourrez retrouver, on va dire, des podcasts, c'est-à-dire pour ceux qui ont raté l'émission de lundi, voilà, vous pourrez vous connecter et réécouter, même pourquoi pas télécharger toutes ces émissions. Donc voilà, chers auditeurs, pour les auditeurs qui ont écouté, qui n'ont pas encore appelé, nous espérons que prochainement vous allez intervenir sur votre émission. Pour ceux qui découvrent l'émission, vous pouvez interagir. Pour ceux qui ont besoin même de faire des propositions ou des émissions, ce sera possible, hein, parce qu'on rentre dans une nouvelle année, d'ici 3 semaines. À partir de l'année prochaine, les fidèles auditeurs comme vous êtes, vous aurez maintenant la capacité de choisir les thématiques que vous souhaitez que nous abordions. S'il y a des thématiques qui vous intéressent et sur lesquelles vous souhaitez que j'intervienne, vous allez me les envoyer une semaine avant et nous allons faire des grandes émissions dessus sur les thématiques qui vous intéressent également. Merci, chers auditeurs, nous sommes arrivés, il est 15h55 à la fin de l'émission. Merci pour tous ceux qui ont écouté fidèlement et studieusement. Merci beaucoup. Nous vous invitons à vous connecter également le vendredi à 15h pour une autre émission rigoureusement consacrée à la géopolitique internationale, qui est Haute au Géopolitique News. Merci, bonne suite les programmes sur la 105.5 de la Super Radio. À très bientôt, à lundi prochain, à la même heure.